Bonsoir à vous, Madame, Messieurs. Merci de vous informer sur notre fréquence à la une. À quelques semaines de la campagne électorale en RDC, à l'opposition, on évoque l'hypothèse d'une candidature commune. Reste à savoir qui, entre Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege, pourra représenter l'opposition à ces élections. Et à la Coupe du Monde de Club 2023, un seul Africain sélectionné. Il s'agit de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala. Très chers téléspectateurs, merci de nous choisir pour vous informer. À l'Assemblée nationale, on a procédé à l'adoption du projet de loi relatif au statut des agents de carrière de service public de l'État, présenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Yaou, le lundi 6 octobre dernier. Suivez. Qu'elle vise principalement l'amélioration et l'actualisation du cadre juridique de l'administration publique. Il s'agit du projet de loi modifiant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État et du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. À ce qui concerne le projet de loi donc modifiant la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, dans le processus de réforme et de modernisation de l'administration de notre pays, l'adoption de la loi du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de services publics de l'État en remplacement de la loi numéro 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière de services publics de l'État avait marqué un tournant décisif dans le cadre des efforts du gouvernement de la République déployés à cette fin. Cependant, 7 ans après son entrée en vigueur, cette loi, confrontée à la réalité de la gestion quotidienne des ressources humaines de l'État, a montré certaines faiblesses dans la perspective des changements souhaités. Madame, Messieurs, à 2 semaines du début de la campagne électorale en République démocratique du Congo, plusieurs personnalités de l'opposition ont accepté de dépêcher leurs délégués en Afrique du Sud pour évoquer l'hypothèse d'une candidature commune. Reste à savoir qui d'entre ces 6 candidats sera le représentant de l'opposition à ces élections de décembre 2023. Suivez. Actuellement, la sphère politique en République démocratique du Congo connaît un véritable moment d'effervescence lié aux enjeux électoraux de l'heure. Au-delà de la pensée politique que tout citoyen congolais doit particulièrement manifester selon les appartenances ou les tendances politiques, seul le rendez-vous électoral cap décembre 2023 déterminera la volonté du souverain primaire aux urnes lors du déroulement de cet événement démocratique du 4e cycle des élections en République démocratique du Congo. Que pouvons-nous retenir du côté de l'opposition face à ces rendez-vous électoraux du pays? À ce jour, la bataille s'annonce déjà du côté de la classe politique de l'opposition en ce qui concerne la problématique de la désignation d'un candidat commun de l'opposition qui sera face au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à renouveler son mandat tel est le vœu de sa famille politique Union sacrée de la nation. Il s'y est dénoté que dans la composition actuelle de ces leaders de l'opposition, l'on retrouve les personnalités politiques ci-après, l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, Moïse Katumbi Chapwe, Denis Sesanga, Martin Fayulu Madidi et Denis Mukwege. L'opinion publique tant nationale qu'internationale s'interroge sur qui d'entre eux sera donc désigné comme le seul et l'unique représentant des opposants congolais. De l'autre côté,
Certains évoquent l'aspect profil entre ces leaders de l'opposition, tout en plaçant un accent particulier sur le poids politique de chaque personnalité, mais aussi en tenant compte de la candidature de Martin Fayulu Madidi lors des élections de 2018, Augustin Matata Ponyo comme l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo et Moïse Katumbi Chapwe comme ancien gouverneur du Grand Katanga. Entre-temps, la discussion reste jusque-là discrète en attendant l'annonce dans les tout prochains jours de nom du représentant des opposants congolais. Ceci reste un dossier à suivre. Une histoire de rupture diplomatique entre la RDC et le Rwanda face aux enjeux sécuritaires de l'heure. On parle de la coupure d'électricité dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le lundi 6 octobre dernier suite aux violents affrontements observés à Kibumba entre le FARDC et les forces négatives du M23. À 6 jours, la situation est sous contrôle de forces loyalistes. Espoir Kinovidi nous en dit plus. Il s'est observé une coupure d'électricité dans la ville de Goma, causée par les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement du 23 mars dans les cités de Kibumba, dans la soirée du lundi 6 novembre dernier dans cette partie du pays. Avec plus de 2 millions d'habitants ont été plongés dans l'obscurité, révèle la société Virunga Energy qui, malheureusement, en difficulté pour dépêcher ses agents de dépannage afin de remédier à cette situation, car à l'ère de cette coupure, avec le crépitement des balles, a endommagé certaines zones. Alors que c'est dans la même soirée que l'avion transportant le chef d'état-major de FARDC est atterri à Goma pour une visite d'inspection. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec Paul Kagame, président de la République rwandaise, et celui de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation instable et l'aggravation de la crise humanitaire qui s'observe le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda a constitué le menu des diplomates américains séparément avec les deux chefs d'État. Blinken a plaidé également en faveur d'une solution diplomatique pour résoudre les tensions qui existent entre les deux nations depuis plus de 2 décennies. Et il a également exhorté toutes les parties à prendre des mesures pour désamorcer la situation avec un retrait immédiat des soldats aux frontières. Et le chef d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Chiwewe, est arrivé le lundi 6 novembre dernier dans la ville de Goma en province du Nord Kivu dans la soirée, accompagné d'une forte délégation en vue de palper du doigt l'opération lancée par le casque bleu de la MONUSCO et les FARDC pour assurer la protection de Sakion au territoire de Massissi et la ville de Goma des éventuelles attaques de forces négatives du M23. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023 en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général de FARDC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents fronts. Cette fois-ci, le chapitre est entré à la justice. L'avocat du garde du corps de l'ancien ministre de Transport, Chéribin Okende, a sollicité sa mise en liberté provisoire au parquet général de grande instance de Kinshasa-Gombe. Suivez. Au regard de la détention prolongée des gardes du corps du fait Chéribin Okende, Nico Kabund, son avocat Maître Gilles Bongombe
a annoncé à la rédaction de Kinarti Télévision avoir déposé auprès du parquet général des grandes instances de Kinshasa-Gombe une demande de mise en liberté provisoire de son client. Il précise qu'il y a près de 2 semaines, le tribunal avait rejeté sa demande de liberté provisoire de son client. Et après avoir constaté la prolongation de la détention de son client, l'avocat a de nouveau sollicité une mise en liberté provisoire de Nico Kabound, garde-corps de l'ancien porte-parole du parti politique de l'Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi Tchapoué. Il faut noter que le corps de Cherubé Okende avait été découvert de tirs de balles à bord de son véhicule sur l'avenue Poilour à Kinshasa-Gombe au lendemain de son enlèvement. Depuis lors, la justice a pris en charge les dossiers, mais la vérité sur les circonstances entourant sa mort demeure à rendre claire. Dans le secteur de la santé publique, après 1 mois de grève, le médecin et le personnel administratif du secteur public en République démocratique du Congo, par l'entremise des organisations syndicales de la santé, ont décidé de lever la grève et reprendre le service sur toute l'étendue du territoire national. Les organisations syndicales du secteur de la santé ont décidé de lever leur grève à partir de ce lundi 6 novembre. En effet, après 1 mois et demi de grève, les hôpitaux publics de la RDC et les professionnels et administratifs ont jugé bon de reprendre leur travail sur toute l'étendue de la République, signalant que cette suspension de la grève est intervenue juste après la motivation par la paie complémentaire de certains arriérés des salaires du corps médical de la RDC. Cependant, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé et d'autres ministres concernés par cette affaire viennent de parachever dans un bref délai la mise en œuvre de l'alignement de la prime des risques. Cependant, les listings sont déjà disponibles au budget ainsi que la promotion en grade et admission sous statut de professionnels et administratifs de santé dont les fichiers sont disponibles à la fonction publique. Par contre, les syndicats de professionnels et administratifs de la santé n'ont pas approuvé la menace qui pèse sur les agents à la suite de ces mouvements de grève. Ce dernier fustige ces dites menaces sur leurs membres qui ont pris part à ces mouvements de grève. À cet effet, ces organisations syndicales sollicitent du gouvernement la continuité des négociations en vue de traiter d'autres dossiers restés en suspens. Après l'évacuation des étudiants dans le home de l'université de Kinshasa et ensuite sa réhabilitation, le comité de gestion de cet établissement public a informé la communauté estudiantine de nouvelles conditions de relogement dans les appartements réhabilités. D'après un communiqué, le frais de relogement est fixé jusqu'à $240 américains par année. Suivez. Les étudiants de l'université de Kinshasa dénoncent la majoration de prix du logement après l'évacuation des étudiants des hommes de cet établissement étatique. Le frais de relogement dans ces résidences New Look de l'université de Kinshasa est fixé à $240 américains. En effet, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était rendu visiter les conditions de vivre de ces étudiants, mais aussi se rendre compte des dégâts causés par les troubles du 6 et 7 janvier 2020. Notant que le chef de l'État a constaté combien les conditions étaient inacceptables et crasseuses. De ces faits, il a rejoint le gouvernement pour la réhabilitation de ces résidences estudiantines. Notons par ailleurs que les délais prévus pour le relogement étaient des années après les travaux de rénovation. Par contre, dans un communiqué publié le vendredi 3 octobre dernier par les comités de gestion de l'université de Kinshasa, informant la communauté estudiantine les conditions du relogement de ces hommes qui ont été réhabilités par les gouvernements. Signalant que les étudiants dénoncent cette majoration de prix du relogement qui, d'après ces dits communiqués, le frais de relogement dans ces hommes rénovés sont fixés à $240 pour une année de logement. Pour rappel, les étudiants résidents dont les hommes ont été priés de libérer le lieu à la suite des incidents qui avaient entraîné la mort d'un policier après les échauffourées du 6 au 7 janvier 2020 entre les étudiants et le policier.
Cependant, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire avait suspendu toutes les activités au sein du campus. Autre chose, à la question de savoir quelle est la place de la salutation dans la société congolaise, tentative de réponse dans ces reportages réalisés par votre rédaction. Suivez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. La salutation, qui est l'action de saluer ou d'adresser de marques de reconnaissance, de respect à quelqu'un d'après le dictionnaire français, fait aujourd'hui usage d'une bonne réputation dans la société. La salutation est très importante premièrement dans notre société parce que c'est une notion de base. Quand une personne déjà naît, il faut que la personne naisse avec cette habitude, de caractère de saluer de gens. La salutation d'abord, ça ouvre de portes et puis la salutation est très importante. Ça montre que tu es bien éduqué, tu sors d'une bonne famille. La manière dont tu vas saluer, c'est pas par force que tu dois saluer une personne, la manière que tu vas saluer et puis comment tu vas montrer la salutation à la personne dont tu dois saluer. Là, tu dois mieux le faire. Pour certains, la salutation est un devoir civique, pendant que pour les autres, elle est une obligation dans le cas où ils doivent être le premier à recevoir la salutation avant de répliquer. De nos jours, la salutation devient plutôt une obligation. C'est-à-dire que pour dire bonjour à quelqu'un, il faut que cette personne le fasse en premier. Donc si cette personne ne le fait pas, alors je ne le ferai pas. Nous avons perdu les bonnes habitudes, c'est-à-dire le mœurs. Nous l'avons vraiment perdu. La salutation est d'une importance très capitale. Ça ouvre beaucoup de choses. La salutation reste une forme, une expression des bonnes habitudes. Ça ne coûte rien de dire bonjour. On ne paye pas pour ça. Tu pourras dire bonjour à quelqu'un aujourd'hui, demain cette personne sera ou peut être une canal de bénédiction pour toi. Salutation égale bonne réputation, dit-on. Saluons-nous souvent de temps à autre afin de nouer ou de renforcer le lien entre citoyens qui peut être d'une grande importance demain, sachant que l'avenir semble flou. Dans le même élan, on part de l'hymne national de la République démocratique du Congo des Beaux-Congolais qui incarne les valeurs culturelles et les moments forts de l'histoire de ce pays de l'Afrique centrale qui regorge la 3e population d'Afrique avec un plus grand domaine de forêt équatoriale au monde. L'hymne national est un chant patriotique qui fait l'objet de la représentation d'un pays dans des cérémonies importantes de grande envergure. Il est symbole d'unité, de fraternité, victoire, sérénité, amour, harmonie, histoire et richesse que peut avoir une nation. L'hymne national qui est une chose de la patrie, donc du point de vue culturel, ça représente tout d'abord la nation tout entière. Il est dans le devoir de chaque citoyen de pouvoir être à mesure d'entonner correctement l'hymne national qui est un patrimoine immatériel de la culture congolaise. Si je pourrais faire la probabilité au-delà de 50%. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'était une chose obligatoire à l'école. Ou bien il y avait aussi vers midi ou bien avant midi, il y avait des saluts au drapeau. C'était une obligation à l'école. Avant d'entrer au cours, vous devrez chanter l'hymne national. Mais maintenant, là, ça devient un peu compliqué. Je ne sais pas si combien des écoles qui le font encore. On ne change jamais l'histoire, dit-on. L'hymne national est l'historique de l'origine de tout un peuple qui retrace de génération en génération les exploits accomplis par son pays dans le passé. Parlons de la culture. L'ambassadeur de la musique congolaise, Fally Ipupa, sera en grande production scénique le 25 novembre dans la salle de spectacle U Arena en France pour hisser le drapeau de la musique congolaise plus haut. Pendant ce temps, l'artiste et tout son staff se retrouvent déjà en Europe pour présenter au public un spectacle haute en couleur qui marquera le temps et les époques. Ouvrons le question international avec l'attaque du village Mbeka dans le sud-ouest du Cameroun par le séparatiste anglophone. Dans la nuit du dimanche à lundi, le bilan fait état d'au moins 20 morts, dont les femmes et les enfants. 7 personnes ont été grièvement blessées et une dizaine de maisons brûlées, selon les sources médiatiques officielles de ce pays.
Une vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lundi dans l'attaque d'un village par des séparatistes anglophones dans l'ouest du Cameroun. Depuis fin 2016, un conflit meurtrier oppose des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité. Cette tuerie laisse encore sous le choc les habitants du petit village d'Egbekao. En plus des morts, 10 personnes grièvement blessées seraient à l'hôpital, selon un haut responsable de l'administration de la région. Les terroristes sont arrivés très tôt le matin et ont attaqué la population, les civils. Nous sommes vraiment stupéfaits de voir cela. Et le bilan que nous venons de dresser montre que nous avons enregistré une vingtaine de personnes tuées. Début juillet, Amnesty International avait de nouveau signalé des atrocités dont sont victimes les civils, des homicides, y compris de femmes et d'enfants, des tortures et des viols, perpétrés par les séparatistes armés comme par des membres des forces de sécurité. Les forces de l'ordre sont sur le terrain pour calmer la situation et les recherches se poursuivent afin que les terroristes qui ont perpétré ces actes barbares soient arrêtés et poursuivis. Ces séparatistes anglophones qui se font appeler les Ambazoniens s'attaquent fréquemment à des civils qu'ils accusent de collaborer avec Yaoundé. Le conflit fait suite à une violente répression de la part du chef de l'État Paul Biya sur des manifestants pacifiques anglophones qui s'estimaient marginalisés par le pouvoir central dans cette ancienne colonie française. D'un dossier à un autre, on parle d'une histoire de rupture entre le Palestine et l'Israël. Au regard de la gravité des hostilités entre ces deux pays du Proche-Orient, une minute de silence a été décrétée ce mardi 7 novembre à Tel Aviv par la population israélienne afin de rendre un hommage déférent à tous ceux qui ont perdu leur vie après un mois d'attaques du Hamas. C'est cette image, celle d'un pays, Israël, à l'arrêt, qui commémore ce matin, profondément choqué encore par les attentats du 7 octobre, qui commémore le premier mois depuis cette attaque sanglante du Hamas. C'était il y a un mois tout juste, et donc cette minute de silence très symbolique qui est observée. On va marquer l'arène aussi. Parlons de questions sportives. En RDC, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala est le seul Africain sélectionné pour la Coupe du Monde de clubs prévue en décembre prochain. Retrouvez les détails dans ce commentaire signé Espoir Kinonvidi. Au total, 24 arbitres sont sélectionnés par la Fédération internationale de football association pour diriger la grande messe du football mondial des clubs champions cette année. L'international congolais Jean-Jacques Ndala, le seul représentant de l'Afrique dans ces cercles des arbitres choisis par l'instance fêtière du football mondial, dont 5 arbitres centraux, 10 seront comme assistants, 8 pour la vidéo et un arbitre de soutien. Le sifflet congolais va retentir aux côtés de Mohamed Al-Oshi de l'Arabie Saoudite, Tori Pinso des États-Unis, Simone Marciagnac de la Pologne et de Jésus Noël Valenzuela de Venezuela. L'on note que les 24 arbitres sélectionnés vont assister à un séminaire préparatoire à Jeddah du 7 au 11 décembre avant le coup d'envoi de cette compétition des clubs champions du monde prévue du 12 au 22 du mois de Saint-Sylvestre en Arabie Saoudite. Bouclons par le valeur nutritive. Que savez-vous de la mangue? Les détails dans ce reportage. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires.
Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Nous sommes déjà à la fin de ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, retenez ceci. À quelques semaines de la campagne électorale en RDC, à l'opposition, on évoque l'hypothèse d'une candidature commune. Reste à savoir qui, entre Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege, pourra représenter l'opposition à ces élections. Et à la Coupe du Monde de Club 2023, un seul Africain sélectionné, il s'agit de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala. Merci de nous avoir suivis. Très belle suite de la soirée. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.